Voilà, bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité du lundi. Ce lundi, nous allons franchir la Manche pour partir du côté de la Grande-Bretagne, car il y a eu des élections pas si vieilles que ça. Parce que si vous suivez un petit peu l'actualité britannique, le 4 juillet dernier, il y a eu des élections, en 2024, il y a eu des élections dites générales pour renouveler la Chambre des communes. Donc se renouveler la Chambre des communes, c'est renouveler, si je ne m'abuse, 650 députés élus pour 5 ans. Et dans ce cadre-là, il s'est passé un événement politique important, puisque juste avant, nous avions un Premier ministre, Rishi Sunak, qui était au pouvoir, mais qui avait décidé de lancer des élections, ça devait être au mois de mai, et du coup, on est parti sur ces élections générales qui a donné quelques surprises, à savoir qu'un parti qui était resté dans l'opposition depuis 14 années a gagné ces élections, c'est le parti travailliste, et du coup mettant au pouvoir un nouveau Premier ministre, Keir Starmer. Voilà. Voilà, Starmer. Et donc, du coup, les élections sont quand même assez spéciales, puisque on s'aperçoit que relativement au nombre de voix, on n'a pas tout à fait le même pourcentage, ce qui fait qu'on a beaucoup de questionnements qui sont nés de tout cela. Et ces questionnements ont fait l'objet d'une enquête de terrain pour aller demander à la population anglaise comment ils avaient perçu, apprécié ces élections, ou pas apprécié du tout, hein, que sais-je, mais c'est ce qu'on va apprendre cet après-midi avec notre invité Yves Golder, qui est donc docteur en civilisation britannique, qui a fait une thèse sur les années Thatcher pendant les 40 années à peu près de pouvoir, et qui a continué à étudier ces années Thatcher pour voir comment elles ont permis de voir une évolution dans la société contemporaine britannique. Et bien sûr, découlant de tout cela, on part sur l'actualité politique, et c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui avec moult détails. Et vous savez qu'ensuite, vous pouvez intervenir pour vos questions. Voilà, bon après-midi à tous. Merci beaucoup, merci au Jardin des Sciences pour cette invitation. Merci à tous d'être présents, à toutes et tous d'être présents, et évidemment j'apprécie toujours la partie questions, donc je vais faire en sorte de ne pas excéder le temps imparti, de sorte que vous puissiez poser des questions à la fin de la conférence. Alors très bien, merci pour cette présentation, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai effectivement soutenu une thèse en 2019 sur la construction de l'image politique de Margaret Thatcher. Ce qui est assez éloigné en fait de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais on reste quand même dans le domaine de la politique britannique, tout simplement parce que depuis 2019, l'eau a collé sous les ponts, et je me suis intéressé à d'autres choses pour ne pas tomber dans la Thatcher Mania, on va dire, et du coup j'ai travaillé beaucoup sur la politique britannique actuelle, voilà, donc le contexte actuel, politique, société, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on laisse Thatcher de côté. J'en profite pour aussi dire que j'avais publié donc un ouvrage sur Margaret Thatcher, issu de ma thèse, et qui est donc en fait voilà, une version remaniée de ma thèse, qui a été publiée chez l'Harmattan en 2022, donc il y a 2 ans. Voilà, et là je suis sur un autre projet d'ouvrage, du coup, par rapport à l'actualité. Alors j'ai vu dans le programme du Jardin des Sciences que vous avez beaucoup de conférences historiques, sur, en tout cas dans le domaine des sciences humaines, beaucoup d'historiens qui viennent intervenir. Donc aujourd'hui on ne va pas trop parler d'histoire, mais on va plutôt parler d'un autre pays. Voilà, donc on va plutôt se déplacer géographiquement qu'à travers le temps. Donc je me suis rendu en Angleterre au mois d'août 2024 pour mieux comprendre cette société anglaise qui a massivement voté en faveur du Brexit il y a maintenant 9 ans, et qui intrigue tant les Français, car ils l'aperçoivent comme étant de plus en plus isolée du continent européen. Par ailleurs, les velléités indépendantistes des nations dites périphériques, alors j'utiliserai l'expression périphérique, je ne suis pas forcément très fan de cet adjectif, mais en tout cas, quand je parle de nations périphériques, je parle bien sûr de l'Écosse, de l'Irlande du Nord et du Pays de Galles, qui sont souvent et largement commentées par les médias européens, ces relations et ces velléités indépendantistes au sein de ces nations.
Donc quelle est donc cette Angleterre si singulière à nos yeux? Comment expliquer le vote à l'élection générale qui eut lieu un mois avant mon déplacement et qui fit revenir les travaillistes au pouvoir, donc après 14 années de gouvernement conservateur, comme cela vient d'être rappelé. Quelles sont les principales préoccupations des Anglais à l'heure actuelle? Quels sont leurs espoirs, mais aussi leurs attentes? Voilà certaines des questions qui m'ont conduit à me rendre dans différentes régions d'Angleterre pour rencontrer ceux qui y vivent et ainsi mieux appréhender ce territoire national qui, donc avec l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, forme cet espace insulaire à l'extrême ouest de l'Europe qu'est le Royaume-Uni. Alors afin d'y mener mon enquête de terrain, j'ai tout d'abord ciblé un certain nombre de lieux qu'il me paraissait intéressant de visiter. Ensuite, je suis resté ouvert à toutes les rencontres qu'il m'était possible d'y faire. Mon statut de chercheur en sciences humaines, combiné à celui de français, ont éveillé une vraie curiosité chez bon nombre de celles et ceux à qui je me suis adressé. Je dois dire que ça a été relativement facile finalement d'obtenir des témoignages, puisque je me suis déplacé, je suis allé rencontrer des personnes. La plupart du temps, j'ai eu un très bon accueil de la plupart des interlocuteurs à qui je me suis adressé. On va dire 95% des personnes ont bien voulu me consacrer de leur temps, et on sait que le temps est très précieux aujourd'hui, donc je leur en suis très reconnaissant. Ils m'ont parlé donc assez librement de leur situation personnelle, et c'est cela qui m'intéressait en fait, d'aller vraiment au plus près de mes interlocuteurs, de voir ce qu'ils avaient à me raconter concernant leurs attentes, leurs espoirs, etc. Et aussi leur vote, puisqu'on était un mois après les élections. Alors en ressentant mon désir de saisir leurs émotions, et cette notion est très importante, nous y reviendrons sans doute, enfin nous y reviendrons par la suite, pour que je puisse les transmettre, chacun m'a raconté ce que Pierre Rosanvallon a appelé les épreuves de la vie, de leur vie. Je vais y revenir, il y a un petit livre qui a été publié il y a quelques années par Pierre Rosanvallon, qui s'intitule « Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français ». Donc l'ouvrage porte sur la France, mais certaines des explications théoriques fournies par Pierre Rosanvallon sont tout à fait intéressantes dans le cadre d'une étude plus globale qui concernerait un autre pays. Alors, après avoir collecté une quarantaine de témoignages, 44 précisément, je ne savais pas exactement où cela allait me mener. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait matière à écrire un ouvrage grand public présentant l'Angleterre dans le contexte post-électoral de 2024. Donc l'élection générale qui est, comme vous le savez sans doute, une élection législative. Donc les Britanniques votent au sein des différentes circonscriptions pour élire des députés, et le parti qui a le plus de députés à Westminster, au Parlement, est amené à gouverner. Donc le leader, le chef du parti devient Premier ministre et forme un gouvernement, etc. Voilà, je ne vais pas revenir sur les détails des élections, mais voilà, c'est ce qu'on appelle une élection générale, en fait, élection législative. Donc mon objectif en fait n'était pas l'objectivité parfaite, puisqu'évidemment on le sait, elle n'existe pas. Mon but c'était de pouvoir relayer des témoignages en toute honnêteté et de rester loyal par rapport justement à ce qui m'a été dit. Donc j'ai essayé d'être au plus proche de ce qui a été dit. Le livre est écrit en français, donc du coup ça a aussi nécessité de traduire les citations, de traduire les témoignages que j'ai recueillis. Et là, c'est un exercice qui n'est pas simple, puisque l'objectif c'était de coller au plus près de ce que j'ai pu entendre, de ne pas trahir mes interlocuteurs en traduisant leurs propos. Donc l'équilibre, voilà l'équilibre qu'il m'a fallu trouver afin de relater avec la plus grande précision ce qui m'a été confié, tout en mêlant ces témoignages à des éléments de contexte, puisque je me suis servi de mes connaissances en civilisation britannique contemporaine pour accompagner l'étude menée et non pas l'inverse. Cette expérience de terrain a donc été passionnante, car cela fait plusieurs années que j'envisageais de le faire, alors que d'autres impératifs s'étaient présentés à moi. En tout cas, j'ai avant tout apprécié le fait de me frotter au terrain, donc potentiellement à l'inattendu, à des histoires vraies, et donc à un faisceau de faits issus du réel. Donc pour pouvoir rédiger ce livre, je m'en suis entièrement remis à mes interlocuteurs, tout en gardant le recul nécessaire. Et c'est bien l'objectif, selon moi, poursuivi par tout enseignant-chercheur et par tout chercheur en sciences humaines, expliquer pour contribuer à la connaissance commune sans juger.
Et ça, c'est très important, justement, de pouvoir garder ce recul. J'ai donc finalement décidé d'écrire ce petit livre qui n'est pas encore publié, mais qui, j'espère, paraîtra le plus rapidement possible. Voilà, il est chez l'éditeur, en tout cas. Le but, mon objectif en tête était de retranscrire les préoccupations des Anglais, mais aussi leurs attentes, dans un contexte où, on le sait, les crises politiques, économiques et sociales n'ont pas épargné le Royaume-Uni récemment. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mon plan. Je ne sais pas s'il apparaît. Ah, il y a un petit bug sur le slide. Je vais peut-être reprendre la main de ce côté-là. On dirait qu'il a stagné trop longtemps. Ah voilà, bah, parfait. Bon. Très bien, voilà. Alors, je vous présente le plan de ma présentation aujourd'hui, pas le plan de l'ouvrage. Donc, pour commencer, j'aimerais évoquer la préparation de l'enquête, ses enjeux et sa double dimension, car elle concerne à la fois la politique et la société britannique. Anglaise, pardon, je l'expliquerai, mais je me suis focalisé sur l'Angleterre et non pas sur le Royaume-Uni en son ensemble. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. J'expliquerai également le choix des lieux visités et le contexte des élections. Ensuite, je m'attarderai quelque peu sur le contexte post-électoral, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon déplacement sur le terrain et quelques rencontres que j'y ai faites. Toutes ces rencontres sont évidemment très intéressantes dans la mesure où elles disent quelque chose de l'Angleterre d'aujourd'hui. Enfin, il s'agira de présenter la transition vers la rédaction d'un ouvrage où l'enquête s'accompagne de différentes notes permettant de contextualiser les éléments relatés par mes interlocuteurs. Alors, pour vous parler rapidement de la préparation de l'enquête, j'ai tendance à dire rapidement, je ne sais pas si ce sera rapide, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible en tout cas. Donc cette enquête correspond à un projet qui me tenait à cœur depuis fort longtemps, puisque j'avais déjà de par le passé envisagé de me rendre au Royaume-Uni dans le contexte post-Brexit, pour mieux appréhender la façon dont les Britanniques vivaient cette période, pour le moins instable, ou au moment des différents rebondissements politiques, lorsque, victimes de leur impopularité, les premiers ministres conservateurs démissionnaient à tour de bras pour laisser place à un climat particulièrement instable, notamment à cause du Brexit, mais pour d'autres raisons également. Donc l'élection générale de 2024 me donna l'occasion d'observer un tournant majeur, la déroute des conservateurs, donc le parti de droite, au profit d'autres partis, notamment des travaillistes, que l'on pourrait classer à gauche, mais bon voilà. Ça peut être un peu plus compliqué que ça, puisqu'aujourd'hui on a un gouvernement travailliste qui est à gauche, sans être totalement à gauche, en tout cas pas sur tous les plans, on y reviendra peut-être. Et donc les travaillistes remportèrent l'élection avec une très confortable majorité à la Chambre des communes, comme on le sait, même si en fin de compte, ce qui est intéressant d'observer, c'est que seul un Britannique sur 5 se prononça en faveur des travaillistes. Donc un score assez élevé par rapport aux autres partis, néanmoins, et on y reviendra, pas non plus une majorité de Britanniques. Alors, le tout dans un climat qui est assez pesant, comme on le sait, donc avec des inégalités sociales, une économie qui patine, des services publics en piteux état, et une désunion du royaume, entre autres. Donc au départ, j'avais l'intention de profiter du mois d'août 2024 pour sonder les Anglais quant à leurs intentions de vote. Mais étant donné que le précédent Premier ministre, donc Rishi Sunak, convoquait à des élections anticipées, en juillet, j'ai dû résoudre à me travailler sur le contexte post-électoral, puisqu'effectivement le Premier ministre a le pouvoir de convoquer des élections avant la fin du mandat qui est de 5 ans. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Et en définitive, il s'agit d'un concours de circonstances qui rendit le projet non moins intéressant, dans la mesure où l'état de grâce auquel j'allais supposément assister permettrait de faire ressortir les attentes concrètes de citoyens ayant voté pour ou contre le nouveau gouvernement travailliste. Alors la préparation de cette enquête a donc inclus l'observation de la campagne électorale menée par les différents partis, mais aussi la lecture et la prise en compte des manifestes des partis. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que le terme manifeste désigne. En fait, on parle de manifesto en anglais, c'est le programme des partis politiques. Voilà, le programme des différents partis, les manifestes électoraux. Donc les engagements de ces partis et de leurs candidats avant l'élection. Le Parti travailliste, par exemple, avait insisté sur le changement dans son programme électoral. Le terme « change » y apparaît à de multiples reprises.
et sur l'importance de redonner une certaine stabilité au pays avec la répétition de l'expression « stop the chaos », donc mettre fin au chaos, à la fin de chaque section du programme. L'avant-propos rédigé par le candidat Starmer, voilà, pardon, je m'en mêle dans mes notes, mais voilà, j'ai repris le contrôle. Donc l'avant-propos rédigé par le candidat Starmer contient d'ailleurs tout un champ lexical du changement, d'un changement bénéfique. Donc on retrouve des expressions comme restore hope, donc retrouver l'espoir, turn the page, tourner la page, rebuild our country, reconstruire notre pays. Du côté des conservateurs, il s'agissait d'exprimer une forme de cohérence sur le long terme en évoquant un plan qui devait inciter les Britanniques à espérer que les politiques menées jusqu'alors apporteraient en fin de compte quelques bénéfices grâce à une forme d'audace. Donc on a l'expression bold actions, j'ai mis certaines des expressions sur mon slide, qui apparaît donc dans le manifeste du Parti conservateur. Les travaux théoriques de Pierre Rosanvallon, et notamment donc, cet ouvrage dont j'ai parlé juste avant, Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français, donc publié en 2021 pour être précis, ont guidé mon approche après avoir nourri ma réflexion. Dans cet ouvrage, Pierre Rosanvallon théorise l'idée selon laquelle, pour bien comprendre un peuple, il ne suffit pas de s'intéresser aux statistiques, mais il faut aller au-delà et tenter de saisir les émotions ressenties, les expériences de vie, ce que le sociologue a appelé épreuve. Par ailleurs, les différents ouvrages de la journaliste et grand reporter Anne Niva, que vous connaissez peut-être, m'ont permis de me familiariser avec une méthode qui gagnerait à être plus répandue, celle qui consiste à se rendre sur le terrain pour observer ce qu'il s'y passe, pas pour y couvrir un événement précis, mais en prenant le temps nécessaire à la compréhension. Donc souvent les médias ont tendance à mettre l'accent sur Londres, comme si la capitale était forcément représentative de l'Angleterre, voire du Royaume-Uni dans son ensemble. À travers cette étude, j'ai souhaité aller à l'encontre de cette représentation réductrice et donc nécessairement faussée de ce que représente cette capitale, puisque comme toutes les capitales abritent une population très variée, que l'on peut retrouver dans de nombreuses autres grandes villes. Ainsi, je dirais que cette dimension presque interchangeable qu'ont les capitales m'a dissuadé de me rendre à Londres, pas de m'y rendre, mais en tout cas de consacrer une partie de cette enquête à Londres. En revanche, j'ai retenu trois endroits très différents de par leurs caractéristiques géographiques, sociologiques et politiques. Il s'agit de, donc, comme indiqué à l'écran, de Birmingham, dans la région des West Midlands, de l'Oxfordshire et du Northamptonshire, donc deux régions voisines, ainsi que de Brighton and Hove, ville côtière située au sud-est de l'Angleterre. Alors que l'ancienne cité industrielle de Birmingham est la deuxième plus grande ville du pays et qu'on y élit traditionnellement des députés travaillistes pour qu'ils soutiennent les avancées sociales, le Northamptonshire est un bastion conservateur ayant majoritairement basculé du côté travailliste à l'élection générale de 2024. Brighton, quant à elle, est avant tout marquée par un progressisme sociétal qui incite ses habitants à élire des députés travaillistes et verts. Donc voilà, donc différentes inflexions politiques, et ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc dès 2004, donc il y a plus de 20 ans, dans un essai intitulé Too Diverse, point d'interrogation, j'enseigne en anglais, donc j'ai tendance à commencer à me lancer en anglais. Le journaliste donc, britannique David Goodhart laissa entendre que les considérations sociétales mettent en péril ce qu'il considère comme des priorités sociales. Donc David Goodhart. Dans un de ses ouvrages intitulé The Road to Somewhere, Goodhart opposa par ailleurs une population anywhere, capable de se rendre où elle le souhaite, au somewhere, ceux qui sont ancrés dans leur territoire, car ils ne peuvent pas se permettre de voyager régulièrement pour des raisons souvent financières, mais aussi parfois familiales ou culturelles. Goodhart définit les somewhere comme des personnes davantage attachées à leurs racines et ayant fait des études moins poussées que les anywhere. Alors cette opposition entre deux parties de la population britannique, l'une moins nombreuse mais plus influente, vous l'aurez compris, les anywhere, l'autre qui forme une majorité numérique mais qui ne bénéficie pas du même degré d'influence, les somewhere,
expliquerait la tendance qu'ont les conflits sociaux à s'accentuer, mais aussi certaines réactions politiques, dont les tentatives populistes, qui consistent à opposer un peuple par essence pure à une élite nécessairement corrompue. Pour reprendre la définition qu'en a donnée le politologue néerlandais Casmud, qui pour moi, il existe beaucoup de définitions du populisme, on sait que c'est une notion qui est souvent un peu abstraite et difficile, qui a été définie de plusieurs manières. En tout cas, je trouve que cette définition est, selon moi, la meilleure, la plus simple, la plus efficace. Voilà. Mais on peut bien sûr en discuter. Alors, cela étant dit, afin de ne pas proposer une lecture trop manichéenne de la société britannique, Goodhart prend le soin d'expliquer que ces catégories, les somewhere, anywhere, ne sont pas hermétiques et que tout le monde ne rentre pas nécessairement dans l'un ou l'autre de ces moules. Dans The Road to Somewhere, donc je l'ai amené avec moi aussi. Voilà, bon, si vous voulez que je les fasse circuler plus tard, je peux, aucun problème. Donc c'est ce livre-là dont je parle. Donc il prend le soin d'expliquer que ces catégories ne sont pas hermétiques et il étudie avant tout le contexte de la campagne référendaire ayant précédé le vote du Brexit en 2016 et les houleuses négociations qui s'en suivirent pour mieux décrypter les clivages au sein de la société britannique. Fort heureusement, les sociétés ne sont pas composées d'individus formatés. Et c'est un peu la limite en fait de la théorie de Goodhart. Donc les individus ne correspondent pas à des stéréotypes sociaux, et c'est justement cette conception sur une attitude fondée sur l'ouverture à l'autre qui a été le moteur de ma démarche. Aussi, les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer et qui ont accepté de me parler ont des profils et des centres d'intérêt très variés, parfois même ambivalents et contradictoires, ce qui explique la difficulté qu'il y aurait à vouloir les associer à des catégories sociales aux contours clairement définis. Alors préalablement à mon déplacement, j'ai effectué quelques recherches sur les endroits où j'avais l'intention de poser mes bagages, afin de déterminer quelles en sont leurs principales caractéristiques, et d'établir une liste non exhaustive de points de chute où j'aurai l'occasion de mener des entretiens. Parce que bien sûr, ça se prépare. Je ne suis pas parti comme ça... Enfin, voilà, l'instinct est important, mais la préparation un peu quand même aussi. Pour vous parler brièvement de Birmingham, donc il s'agit de la deuxième ville la plus grande du pays, après Londres, bien sûr. Elle fait partie de la conurbation des West Midlands, qui comprend d'autres villes moyennes et grandes comme Wolverhampton, Dudley et Solihull. La ville qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été largement reconstruite au cours des années 50 et 60, abrite 5 universités, ce qui en fait la deuxième ville universitaire la plus importante du Royaume-Uni après Londres. Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses personnes provenant des pays du Commonwealth, notamment, s'y sont installées. Et en ce début du XXIe siècle, de nombreux quartiers ont été réaménagés pour leur apporter une apparence plus contemporaine. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Birmingham, vous avez par exemple le Bull Ring, qui est un grand centre commercial très futuriste au centre de la ville. Donc on trouve également à Birmingham la plus grande communauté irlandaise de Grande-Bretagne, qui s'est regroupée dans le quartier de Digbeth. Par ailleurs, le taux de chômage est comparativement plus élevé que dans d'autres régions d'Angleterre. Et la mortalité infantile, un bon indicateur de la pauvreté, est de 60% plus élevée que la moyenne nationale. Ensuite, donc, le référendum sur le Brexit en 2016 fit beaucoup parler du Northamptonshire, car dans cette région, toutes les circonscriptions, sans exception, votèrent pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc pour le Brexit. Certaines avec un écart très net d'ailleurs entre les votes Leave et Remain, donc pour le départ et pour rester dans l'Union européenne. L'Oxfordshire, quant à elle, est une région très touristique et plutôt aisée, avec l'attrait croissant de la ville d'Oxford, facilement accessible depuis Londres. En fait, on a de plus en plus de personnes qui travaillent à Londres et vont vivre dans cette région. C'est un peu un phénomène qu'on a observé en France aussi depuis la crise du Covid, avec des personnes qui cherchent à vivre à la campagne plutôt que dans une ville pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, donc effectivement, cette région est très attractive sur le plan non seulement touristique, mais également beaucoup de personnes sont allées s'y installer récemment.
Enfin, Brighton, aujourd'hui associée à Hove, est une ville balnéaire du Sussex qui s'est développée au XIXe siècle avec l'installation du prince régent, le futur roi George IV, qui a construit son fameux pavillon royal. Alors peut-être que vous avez déjà vu des photos, peut-être avez-vous eu la chance de vous y rendre. C'est un pavillon de style un peu orientalisant au centre de la ville. Donc pendant la Régence, il y a construit ce pavillon royal et grâce à l'arrivée, donc la ville s'est aussi beaucoup développée grâce à l'arrivée du chemin de fer en 1841. On y trouve aujourd'hui une population variée avec une culture de la tolérance, ce qui explique pourquoi elle attire de nombreuses personnes LGBTQIA+, pour reprendre l'acronyme complet. Selon le dernier recensement, celui de 2021, puisqu'il y a un recensement tous les 10 ans au Royaume-Uni, donc en 2021, dernier recensement, 10,7% de la population de Brighton s'identifierait comme gay, lesbienne ou bisexuelle. Il s'agit du score le plus élevé parmi les villes du Royaume-Uni. Par ailleurs, la pratique religieuse y est la moins présente, avec 42% de la population s'estimant sans religion, alors que la moyenne nationale est de 25%. Autre caractéristique, la présence de très nombreux restaurants et épiceries véganes ou végétariens, soit la plus grande densité au Royaume-Uni selon une étude menée en 2022. Derrière une façade qui peut paraître reluisante, se cachent malheureusement des réalités sociales peu glorieuses, comme le nombre très important de sans-abri qui s'y trouvent. Il s'agit en effet de la 3e ville du pays recensant le plus grand nombre de sans-abri après Londres et Luton. Enfin, on trouve à Brighton une très forte concentration de commerces indépendants, ce qui la différencie d'autres villes britanniques. Toutes ces données quasi statistiques, comme vous pouvez le constater, m'ont simplement permis de me familiariser avec les endroits dans lesquels j'avais l'intention de me rendre, et afin de cibler certaines thématiques à évoquer, mais sans pour autant m'y sentir contraint, bien sûr. En effet, il ne s'agissait pas de fixer des angles précis, simplement de savoir ce dont mes interlocuteurs étaient susceptibles de me parler. Donc évidemment, je me suis tenu à jour, pas uniquement du contexte national, mais aussi des contextes locaux, tout au long des semaines qui ont précédé mon déplacement. Et j'ai donc effectué une veille médiatique me permettant de tenir compte de l'actualité du Royaume-Uni, mais aussi et surtout de celle des endroits précis dans lesquels j'avais l'intention de me rendre. Alors, cela m'a permis de préparer une série de questions. J'espère que c'est écrit assez grand, c'est vrai que ça paraît assez petit là de loin, mais bon, je vous laisserai quelques secondes pour y jeter un œil. Alors, une série de questions à poser pour cibler certaines thématiques qui me tenaient à cœur. Même si là encore, il ne s'agissait pas de donner une liste exhaustive et incontournable, simplement de préparer des éléments qui pouvaient donner certaines orientations à mes entretiens. Alors voilà, je ne vais pas les énumérer, ça me laissera le temps de me réhydrater rapidement et je vous laisse quelques secondes pour y jeter un œil. Donc ça c'est vraiment quelques-uns des... Enfin, c'est la liste des éléments que j'avais préparés, c'est les éléments qui m'intéressaient. Parfois les entretiens m'ont mené ailleurs, on n'a pas forcément toujours parlé, enfin j'ai pas voulu imposer non plus cette liste de questions à mes interlocuteurs. On a pu parler de certains de ces sujets, pas tous. Par exemple, on a peu parlé finalement de l'importance du Royaume-Uni sur la scène internationale, on a plutôt parlé du contexte national et des contextes locaux, mais les autres points ont été pour la plupart abordés finalement, j'ai quand même réussi à cibler... Pardon, voilà, je m'arrête de parler pendant quelques secondes, et je reviens dans quelques secondes. Donc voilà, donc afin de mener à bien ce projet dans les meilleures conditions possibles, j'avais effectué une demande pour obtenir un financement de la part de mon équipe de recherche, Search, que je tiens à nommer, et donc demande de financement qui m'a été accordée. Et je tiens donc à remercier une fois encore les membres de l'équipe, de mon équipe de recherche pour leur infaillible soutien. Alors, le cadre de cette étude se limite à l'Angleterre. J'en ai parlé brièvement avant. En effet, afin de ne pas entrer dans des considérations liées aux identités nationales et aux spécificités marquées de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, il m'a semblé plus pertinent de traiter l'Angleterre en tant qu'entité sur laquelle il y a déjà beaucoup à dire. D'ailleurs, les nations dites périphériques ont bénéficié d'un degré croissant d'autonomie depuis la dévolution initiée par le gouvernement Blair en 1997-98. Donc en plus d'être le centre du pouvoir avec un parlement de Westminster installé à Londres, l'Angleterre est la nation comprenant la plus grande part de la population britannique, soit 84% tout de même.
C'est ce peuple anglais qui a apporté le plus large soutien au retrait de l'Union européenne lors du référendum sur le Brexit organisé le 23 juin 2016. Et par ailleurs, de nombreux éléments identitaires et culturels font de l'Angleterre une entité bien différente des autres nations qui composent le Royaume-Uni. Ainsi, gageons que tenter de couvrir l'ensemble du pays en un seul et même ouvrage eût été quelque peu ambitieux et n'aurait peut-être pas permis de rendre suffisamment justice aux propriétés de l'Écosse, du Pays de Galles ou de l'Irlande du Nord. Bon, de façon plus pragmatique, cela m'aurait pris beaucoup plus de temps aussi, et je pense qu'il y aurait la matière à écrire un autre ouvrage sur d'autres questions, puisqu'évidemment il y a les questions sous-jacentes de l'identité nationale, etc., qui pourraient surgir, et voilà, donc ça aurait pu, ça serait très intéressant d'ailleurs d'écrire un ouvrage là-dessus, peut-être un futur projet. En tout cas, voilà, je vous montre un plan rapidement, enfin une carte plus précisément de l'Angleterre qui est concentrée sur l'Angleterre. On voit une partie, on voit le Pays de Galles aussi, on voit une partie de l'Écosse, mais en fait simplement pour vous montrer donc les points de chute dans lesquels je me suis rendu. Alors je ne vais pas être assez grand pour lever mon bras, mais au centre du pays vous avez Birmingham. Ensuite, si vous tracez une diagonale sud-est, pardon, vous allez avoir Oxford qui se trouve un peu au-dessus de Londres et tout au sud Brighton, voilà, qui est sur la côte sud-est. Donc, alors, comme vous pouvez le constater, je ne me suis pas rendu dans des villes tout au nord de l'Angleterre. Donc ça, voilà, j'ai pas eu le temps de le faire, mais en tout cas, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui avaient vécu dans ces villes ou qui avaient déménagé. J'ai pu avoir des interlocuteurs, donc j'ai pu avoir des témoignages de personnes vivant plus au nord aussi, où on trouve parfois encore des situations un petit peu différentes. Donc c'est venu compléter finalement mon ouvrage par la suite. J'ai réussi à quand même en parler, voilà, même si je ne m'y étais pas rendu physiquement. Alors, ensuite je voulais vous parler du contexte post-électoral. Alors tout d'abord, un premier petit point sur les attentes de l'électorat. Donc comprendre clairement les attentes de l'électorat avant une telle échéance n'est pas chose aisée, et donc je ne vous parlerai à présent, j'esquisserai simplement en fait quelques pistes théoriques. Donc les témoignages qui m'ont été rapportés répondent d'ailleurs plus précisément à cette question. Alors, il faut d'abord comprendre que la majorité des citoyens britanniques ne se situe pas, comme le stéréotype le laisse parfois penser, dans un centrisme nébuleux. Ils ont des avis éclairés et souvent marqués sur bon nombre de domaines de la vie publique. Ainsi peut-on sans difficulté constater qu'ils sont plutôt de gauche en ce qui concerne l'économie, un sentiment renforcé d'ailleurs par la crise économique que le pays traverse, et de droite pour ce qui a trait à la justice et au contrôle de l'immigration. Selon un sondage mené en 2024, 66% des Britanniques considéraient que cette dernière a augmenté trop fortement au cours de la décennie précédente, donc soit entre 2010 et 2020. Par ailleurs, une majorité d'entre eux se disent plutôt libéraux sur les questions des droits accordés aux minorités ethniques et sexuelles et seraient favorables à la lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est la tendance générale. Alors, il est intéressant de constater que le programme déployé par les travaillistes semblait parfaitement répondre aux attentes de cette majorité de Britanniques. En effet, sur le plan économique, il fut par exemple proposé de renationaliser les chemins de fer et d'imposer une TVA sur les frais d'inscription dans les écoles privées. Par rapport à la justice, on a pu constater une volonté de durcir les sanctions imposées aux contrevenants à travers un État plus autoritaire, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de l'image communément répandue d'un parti travailliste trop tolérant, voire laxiste sur ce plan-là. Enfin, Keir Starmer apparaît comme un homme politique réellement et authentiquement libéral, au sens anglo-saxon du terme, dans la mesure où il a de tout temps défendu les droits des minorités. Il s'est par ailleurs montré dévoué à la cause environnementale. Ainsi, il apparaît clairement que le parti le plus en adéquation avec les attentes de l'électorat était sans nul doute le parti travailliste. Les conservateurs avaient donc finalement peu de chances de réussir à battre les travaillistes dans un contexte où, selon les sondages, 3/4 des Britanniques estimaient que le Royaume-Uni était dans un moins bon état qu'à l'arrivée des conservateurs au pouvoir en coalition avec les libéraux-démocrates en 2010, donc 14 ans auparavant. En ce qui concerne l'âge des électeurs, il est intéressant de noter que les plus âgés ont tendance à voter pour les conservateurs, tandis que les plus jeunes soutiennent plus volontiers les libéraux-démocrates, et les travaillistes se touchent une moyenne d'âge qui se situe à mi-chemin entre celle de ces deux partis, des conservateurs et des libéraux-démocrates. Alors, les résultats du scrutin, donc
Alors même s'ils remportèrent l'élection en obtenant le plus grand nombre de députés au Parlement, 412 députés au total, les travaillistes ne parvinrent à recueillir que 33,8% des suffrages exprimés dans l'ensemble du pays. Alors, il s'agit donc d'une réussite en demi-teinte, en partie due à l'éclatement du vote vers des partis généralement minoritaires, commençant à réunir quelques députés sur les bancs des communes. Donc les communes qui sont la chambre basse du Parlement. Donc le système électoral appelé First Past the Post encourage le bipartisme. Donc c'est le parti qui obtient le plus de sièges qui est élu. D'accord, le pourcentage d'électeurs ne compte pas. Donc ce système-là encourage le bipartisme et il est donc d'autant plus surprenant que des petits partis, donc petits entre guillemets, soient parvenus à dérober des sièges aux travaillistes et aux conservateurs. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de Reform UK, qui est un parti d'extrême droite. C'est doté de 5 sièges de députés, tandis que le Green Party, les Verts, en fait, en a obtenu 4. Alors, dans le cadre précis de ces partis habitués à se pourvoir d'un nombre insignifiant de députés au Parlement, on peut parler d'une réelle percée électorale. Alors, le manifeste du Green Party mit en avant la nécessité de prendre davantage en considération les problématiques sociales, au-delà des préoccupations environnementales qui lui sont chères. Pour ce qui concerne Reform UK, il semblerait que les propos anti-immigration tenus par Nigel Farage, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'ancien chef du UKIP, du UK Independence Party, aient réussi à convaincre une grande partie des électeurs. En effet, 14,3% d'entre eux décidèrent de le soutenir, ce qui explique comment ce parti d'extrême droite arriva en 3e position derrière les travaillistes et conservateurs en nombre de voix. Il est d'ailleurs intéressant de constater la façon dont ce parti, que beaucoup ont taxé de populiste, a abordé l'élection avec un manifeste se présentant plutôt sous la forme d'un contrat. Donc c'était le terme contract, un contrat qui était utilisé, contrat avec le peuple. Il s'agissait en effet de rejeter la notion de manifeste électoral, perçue comme trop technocratique et insuffisamment ancrée dans le réel, comme si un contrat engageait davantage le parti à tenir ses promesses. C'est simplement de la rhétorique, bien sûr. Au sein du document, différents spécialistes et économistes présentés comme indépendants apportent leur soutien afin de pourvoir le dit contrat d'une plus grande légitimité. Le Parti conservateur, quant à lui, décrocha 121 sièges, soit une baisse de 251 sièges par rapport à l'élection de 2019. Donc quelque chose de vraiment massif, conséquent. Ce verdict sans appel va sanctionner des années de déception éprouvées par une grande partie des électeurs ayant coutume d'apporter leur soutien aux conservateurs. Dans le sud de l'Angleterre notamment, on peut constater d'importantes déperditions au profit des libéraux-démocrates et des travaillistes. Les libéraux-démocrates accusèrent une nette progression avec un total de 72 sièges, soit, et là c'est vraiment parlant, 64 sièges de plus qu'à l'élection de 2019. Donc, en fait, on peut l'expliquer par plusieurs éléments, mais lors de la campagne, notamment Ed Davey, le chef du parti, parvint à donner davantage de visibilité en fait, à un parti dont la popularité était jusqu'alors plutôt limitée, en tout cas au cours du XXIe siècle. Donc dans son manifeste électoral, le slogan « Fair Deal », un accord juste, donne le ton d'un programme très centriste, à mi-chemin entre préoccupation pour la justice sociale et soutien envers l'entrepreneuriat. En effet, l'adjectif « fair », donc juste, évoque ce sens de la justice et de l'égalité, tandis que le nom « deal » renvoie au champ lexical du monde de l'entreprise. Par ailleurs, pléthore de ce que l'on peut considérer comme des micro-partis. J'ai parlé de petits partis avant, on peut considérer qu'il y a également des micro-partis, comme je les ai cités en bas de page, ici en bas du slide, comme ALBA, le Heritage Party ou le Climate Party, présentèrent des candidats à la députation, mais sans obtenir aucun siège au Parlement. Voilà. Là, alors c'est vrai qu'on a tendance à parler de la politique britannique en parlant des deux grands partis, mais il faut savoir qu'il existe beaucoup de partis, alors avec des partis qui ne réussissent pas forcément à avoir de siège au Parlement lors d'élections générales, néanmoins ils sont présents dans la vie politique britannique. Et ils passent parfois un petit peu quand même. Donc dans les circonscriptions concernées par ce travail, c'est-à-dire celles où l'enquête a été menée, les résultats sont bien sûr variables. Je vais aller rapidement là-dessus. Donc dans les Midlands, de manière générale, les travaillistes renforcèrent leur présence au Parlement avec 54 sièges supplémentaires, alors que les conservateurs en perdirent 67.
Il est également intéressant de noter que Reform UK, il décrochera 3 sièges sur les 5 obtenus au niveau national. Dans le sud du Northamptonshire, à la surprise générale, les travaillistes réussirent à dominer les conservateurs sur un territoire qui leur semblait acquis. Plus au sud, donc au sud de l'Angleterre, les travaillistes augmentèrent leur score au détriment des conservateurs, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de voir, et ce qui surprend le plus en fait, c'est la percée des libéraux-démocrates avec leur obtention de 46 nouveaux sièges dans le sud de l'Angleterre. Voilà. Alors, après avoir décrit les ambitions de ce projet et le contexte de l'élection générale de 2024, il est à présent temps de se plonger dans l'enquête menée en août dernier, donc un mois après la dite élection. Et en guise de teaser, je souhaite mettre en avant certains des témoignages recueillis. Alors, je vais vraiment, je vais vraiment aller à l'essentiel. J'ai choisi de mettre l'accent sur quelques témoignages. Donc à chaque fois, donc au total, j'ai 44 interlocuteurs différents. Et là j'en ai sélectionné certains d'entre eux. À chaque fois j'ai mis en avant la thématique qui était abordée, le nom de la personne à qui j'ai parlé, enfin son prénom, puisqu'en général les gens me donnaient leur prénom. Moi ça me suffisait amplement. Personne ne m'a demandé de ne pas citer le prénom, ça c'était très bien, j'ai pu quand même utiliser leur prénom. Et enfin leur fonction, voilà, parce qu'en général c'est des personnes qui travaillaient soit dans un endroit spécifique ou œuvraient pour une association ou habiter, enfin j'ai essayé de définir un peu à chaque fois les personnes dont je parle. Ce qui est important aussi, c'est que dans les témoignages recueillis, en fait, et dans l'ouvrage qui est rédigé, en fait, je ne présente pas simplement les témoignages, j'essaye aussi d'expliquer qui sont ces personnes, la façon dont je les ai rencontrées, la façon dont ils se tenaient en face de moi, leur attitude, etc. Enfin, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin que juste un recueil de témoignages, quoi. Voilà, donc je vais commencer avec une thématique qui était assez importante, dont j'avais envie de parler à Birmingham notamment, c'était celle du chômage. Donc avec Tab. Alors Tab, en fait, je l'ai rencontré, je me suis rendu un matin dans une agence pour l'emploi, donc un job center, qui se trouvait pas tout à fait au centre de Birmingham, mais dans un quartier un peu dans la banlieue de Birmingham. Donc j'y suis allé dès l'ouverture, en fait je suis arrivé assez tôt, il y avait déjà quelques personnes, quelques allocataires qui attendaient l'ouverture du job center. J'ai commencé à mener quelques entretiens avec certains allocataires, ça n'a pas donné grand chose, donc j'ai décidé de malheureusement ne pas les conserver dans l'ouvrage, puisque là je vous parle de 44 interlocuteurs, en réalité il y en a eu plus, puisqu'il y a des entretiens qui n'ont pas forcément mené à grand chose, donc que je ne mentionne pas dans mon ouvrage. Voilà, mais ce qui était intéressant chez Tab, c'est que, alors quand les portes se sont ouvertes, en fait, tous les allocataires qui attendaient sont rentrés. Je les ai bien sûr laissés passer avant moi, puisqu'ils étaient quand même prioritaires. J'ai réussi, en entrant après eux, à parler avec Tab, qui travaille en tant qu'employé administratif dans cette agence, et qui, au cours de la journée, exécute différentes missions. Donc là, il se trouvait qu'il accueillait, justement, il était à l'accueil, il accueillait les personnes qui rentraient, il les dirigeait en fait vers les bons bureaux, les endroits, les guichets auxquels ils devaient se rendre. Et on a parlé pendant plus d'1 heure en fait, donc la plupart des entretiens étaient quand même relativement longs, et ça c'est important, je tiens à le préciser, parce qu'il a quand même fallu... il a fallu que j'en apprenne le plus possible et que je puisse leur parler de politique, ce qui n'est pas toujours facile. Donc en général, on parlait plus de choses un peu générales, un peu assez larges en début d'entretien, et on finissait par parler de politique. C'est pas toujours évident de parler de politique et d'obtenir en fait des témoignages et des opinions. Donc là, on a parlé notamment du Welfare Reform Act, qui est une loi entrée en vigueur en 2012, qui a permis de faciliter l'accès aux allocations et l'introduction progressive depuis 2012 de ce qu'on appelle le crédit universel, qui permet donc aux allocataires de recevoir leurs allocations en fin de mois, un peu comme s'il s'agissait d'un salaire, plutôt que différentes allocations à différentes échéances. Enfin, ça a permis de regrouper en fait ce système d'allocation. On a parlé de la question de la dignité des allocataires, et Tab est quelqu'un qui aime vraiment son métier, qui m'en a parlé avec beaucoup de plaisir. Et voilà, ça faisait aussi plaisir de le voir travailler, de voir ce qu'il avait à dire et à quel point il s'investissait, parce qu'il avait vraiment à cœur d'accompagner les personnes qu'il rencontrait. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur Tab, j'avance puisque l'heure tourne. Le NHS, donc qui est le système de santé du Royaume-Uni,
et la pénurie de médecins. Bon, alors ça, c'est une des conséquences du Brexit, pas seulement du Brexit, mais en partie, puisque effectivement, on avait une forte immigration européenne vers le Royaume-Uni, et notamment des médecins ou des infirmiers qui venaient travailler, qui venaient des pays, notamment de l'Europe de l'Est, pour travailler au Royaume-Uni. Depuis le Brexit, ils en pâtissent un peu, puisqu'il y a de moins en moins de médecins. Bon, c'est aussi une profession qui, comme en France, n'attire plus forcément autant qu'à l'époque. Enfin voilà, il y a différentes raisons pour cela. En tout cas, il se trouvait qu'au moment où j'étais au Royaume-Uni, il y avait une grève de médecins généralistes. Alors là, je me suis rendu au Birmingham City Hospital, qui se situe aussi un petit peu, alors City, mais il n'est pas au centre de Birmingham, il est un petit peu en périphérie. Et en fait, j'avais pas demandé voilà, de laisser passer pour aller interviewer des médecins ou des infirmiers dans l'hôpital. Je me suis pointé un peu par hasard. Et j'ai rencontré un groupe en fait d'infirmiers qui étaient en train de prendre leur pause devant l'hôpital à l'extérieur. Donc j'ai pas eu à rentrer, à demander une autorisation pour interviewer des personnes. Et parmi ce petit groupe d'infirmiers, j'ai pu notamment parler avec Jeremy, qui est rattaché au service maternité. Donc il m'a beaucoup parlé de ce manque de médecins généralistes, des grèves. Il m'a aussi parlé de ce qu'on appelle la crise hivernale, avec des délais d'attente qui sont de plus en plus longs, notamment en hiver, dans les hôpitaux britanniques, et l'accès aux soins qui est de plus en plus compliqué. Du coup, voilà. Au Royaume-Uni, c'est un schéma qu'on retrouve bien sûr en France, mais à une bien moindre mesure, évidemment. Et la responsabilité des gouvernements conservateurs, enfin, hein, qui, selon lui, depuis David Cameron en 2010, n'ont fait que faire des coupes budgétaires sur la santé. Voilà. On pourrait y revenir après, mais avec le nouveau gouvernement travailliste, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. Il y avait une promesse de dépenser davantage dans le domaine de la santé qui n'a pas été tenue pour le moment. Je continue donc. Alors les guerres culturelles, j'ai mis entre guillemets, j'appellerais ça guerre culturelle en fait. Alors là c'était à Banbury. Alors je me suis rendu en arrivant à Banbury, en fait j'ai trouvé un centre commercial, c'était l'heure du déjeuner, donc je cherchais un endroit où me restaurer. Et il se trouvait que dans ce centre commercial, il y avait un grand espace de restauration appelé Log 29, dans lequel on trouve différents stands de cuisine internationale, donc de tous les pays. Banbury c'est une petite ville dans l'Oxfordshire, voilà, donc pas très loin d'Oxford. Et là en fait j'ai interviewé Oliver. Alors Oliver je l'ai abordé de façon un peu naïve en lui demandant, en fait comme il est en train de déjeuner, je lui ai demandé des recommandations pour savoir à quel stand acheter de la nourriture, voilà, ce qui était le mieux selon lui. Donc il m'a recommandé un endroit auquel je suis resté très bon d'ailleurs, la recommandation était très bonne, c'est la nourriture de la cuisine indienne, voilà. Et en fait on prenait à manger dans les stands et on s'installait sur des grandes tables comme ça, donc c'était assez propice finalement à la rencontre, à discuter, voilà, c'était assez convivial comme endroit. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Oliver, j'ai eu un des rares témoignages, quand même assez rare, d'une personne déçue de l'arrivée des travaillistes au pouvoir. Parce qu'en général, la plupart des témoignages que j'ai obtenus allaient plutôt dans le sens d'un renouveau, d'une lueur d'espoir, d'optimisme. Ça n'a pas été le cas. Oliver, en fait, il est très déçu, il était très déçu. Et il m'a parlé de travaillistes comme un parti qui n'est pas attaché aux traditions, à la culture britannique, selon lui. Et il m'a parlé de cette culture woke aussi, qu'il avait un peu de mal à définir, mais en tout cas qui, selon lui, allait gangréner le pays, si ce n'était pas déjà le cas. Et alors, bon, il m'a dit qu'il votait plutôt conservateur que Reform UK, parce qu'il les pensait beaucoup plus compétent dans le domaine de l'économie pour la gestion des affaires courantes du pays, ce qu'on appelle souvent en anglais les bread and butter issues en fait, hein, c'est une expression pour désigner les problématiques du quotidien, celles auxquelles les électeurs tiennent le plus, ou en tout cas auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Et voilà, et donc il a fini par me dire qu'il préférait d'ailleurs Boris Johnson à Rishi Sunak. Il n'était pas fan de Rishi Sunak, je cite, Rishi Sunak n'est pas un vrai anglais. Voilà, je vous laisse. Alors, ce qui était très important pour moi dans mon ouvrage, c'était de ne pas commenter ce type de témoignage. Donc, je laisse au lecteur le soin de comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Ensuite, j'ai parlé, alors là c'était une très longue interview avec Miraela et Vita sur le campus de l'université de Birmingham. Donc là on était au mois d'août, en fait elles venaient d'obtenir leur diplôme, leur M2 de sociologie. Je pense que le fait qu'il s'agissait d'étudiantes en sociologie a fait qu'elles étaient intéressées par mon enquête aussi, donc on a beaucoup parlé.
Elles m'ont parlé d'abord de l'exposition sur le surréalisme au Centre Pompidou à Paris, voilà, sachant que j'étais français, où elles voulaient absolument se rendre. Et de fil en aiguille, on a parlé de leurs études, parce que ça me paraissait aussi assez important de parler des universités britanniques. Et donc, il se trouve que Miraela, et ça c'est un détail qui est quand même assez important, Miraela est roumaine et Vita est slovène. Donc il s'agit de deux étudiantes internationales qui n'ont pas la nationalité britannique. Voilà. Et donc elles m'ont parlé toutes les deux de l'importance du réseau et du fait que par rapport à d'autres étudiants, elles étaient contraintes de travailler pour financer leurs études, à côté de leurs études, et qu'elles n'avaient pas la possibilité du coup de participer aux événements, aux activités organisées par l'université, par les associations étudiantes, contrairement à d'autres étudiants. Et on sait que le réseau est extrêmement important au Royaume-Uni, donc au final, elles avaient fait ces études, mais qu'elles ne bénéficiaient pas du même, comment dire, des mêmes bénéfices. Ouais. Bénéficiaient pas des bénéfices, c'est un peu redondant, mais vous voyez ce que je veux dire. Elles n'avaient pas acquis autant de choses, peut-être, que des étudiants qui avaient pu participer aux activités organisées par l'université. Et elles m'ont parlé de la priorité qui était donnée aux étudiants internationaux, donc comme elles. Alors, peut-être que vous voyez pourquoi. Les étudiants internationaux, en fait, rapportent énormément d'argent aux universités, dans la mesure où les études sont souvent 2 fois plus coûteuses pour les étudiants. Les frais d'inscription sont souvent 2 fois plus chers que pour les étudiants nationaux. Donc les universités tentent de plus en plus d'attirer des étudiants internationaux au détriment souvent des étudiants britanniques. Bon, et alors, elles-mêmes sont des étudiantes internationales, mais elles ont quand même... comment dire, elles en voulaient beaucoup en fait aux étudiants chinois qui, selon elles, étaient trop nombreux sur les bancs de l'université et ne se mélangeaient pas aux autres. Voilà. Donc elles avaient un peu cette impression d'être, elles me l'ont dit, hein, voilà, qu'elles étaient submergées d'étudiants chinois et qu'elles n'arrivaient pas à s'entendre avec eux. Voilà. Donc là, encore une fois, je cite leurs propos. Autre citation qui était assez intéressante, c'est cette idée de classe sociale hermétique. Miraela m'a dit « Je ne savais pas que j'appartenais à la classe ouvrière avant d'arriver ici. » Voilà. Donc vraiment, on lui a fait ressentir très clairement ses origines sociales. Et elle m'a dit aussi en Angleterre, hein, on te met dans une case, pas facile d'en sortir. Elles en voulaient toutes les deux beaucoup au gouvernement conservateur. Alors elles sont installées au Royaume-Uni depuis un certain temps, donc elles ont eu le temps de voir un petit peu quelles étaient les politiques menées par les conservateurs ces dernières années. Et j'ai cette citation qui apparaît en milieu d'écran là. Donc elles ont dit, hein, ils ont détruit, donc des conservateurs, ils ont détruit le système éducatif, atomisé les communautés, diaboliser les migrants et ravager la politique du logement. Donc les 4 grandes doléances, hein, ça c'est une citation de Miraela, pour résumer en fait sa perception des conservateurs. Donc on comprend très bien, elles étaient assez soulagées de voir les travaillistes arriver au pouvoir. Bon, elles en ont aussi parlé d'anglais qui se méfient des étrangers hein, depuis le Brexit. Et donc là encore, je cite Miraela. Hein, donc on lui aurait dit, hein, maintenant que nous avons voté le Brexit, rentre chez toi. Voilà, sachant qu'elle est roumaine. Ah oui, un autre point qui était assez intéressant, c'est le fonctionnement des banques alimentaires. Donc, toutes les deux, hein, Miraela, Vita, étaient bénévoles dans des banques alimentaires, elles sont peut-être toujours d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, au moment où j'y étais, elles avaient œuvré bénévolement pour le compte de banques alimentaires, et finalement, c'était assez cynique parce que le système qu'elles m'ont décrit, c'était on a choisi de travailler, enfin d'aller apporter notre soutien à telle banque alimentaire parce qu'elle est reconnue et parce que ça enrichit notre CV. Voilà. Donc une certaine forme de cynisme derrière l'aide apportée. Il y aurait donc des banques alimentaires plus reconnues que d'autres et avoir participé à des vies associatives, à des choses comme ça, c'est quelque chose qui enrichit le CV. Voilà. Enfin, elles m'ont dit qu'elles étaient quand même assez déçues de leur vie au Royaume-Uni par rapport à ce qu'elles attendaient à l'origine. Hein. Elles m'ont dit, on a encore une citation de Miraela, le Royaume-Uni ce n'est que de la propagande, tout repose sur la façon dont les Britanniques font la promotion de leur pays. Et donc un écart conséquent entre l'image qu'elle s'était faite d'une vie au Royaume-Uni et la réalité. Voilà. Alors, autre sujet, la pollution des plages. Donc là, on a parlé un petit peu d'environnement à Brighton avec Pedro, qui vit plus précisément à Hove. Alors on s'était donné rendez-vous avec Pedro en fait pour discuter de cela. Il a 2 enfants, il habite à Hove, donc juste à côté de Brighton. Les 2 villes sont adjacentes et sont d'ailleurs rassemblées aujourd'hui. Et il m'a parlé de ces plages qui sont très souvent polluées puisqu'en fait le système
d'évacuation des eaux usées date du 19e siècle, commence à être vieillissant, n'a pas forcément été entretenu, c'est un peu comme les transports d'ailleurs, n'a pas forcément été suffisamment entretenu. Et on se retrouve avec des situations qu'on a connues en France aussi avec les JO et la Seine, hein, les déversoirs d'orage, qui ne permettent pas de contenir les eaux usées, et donc souvent l'eau souillée se mêle à l'eau de pluie pour être drainée vers la mer et vers les fleuves. Donc les plages se trouvent très souvent souillées, polluées, et les plages sont très souvent inaccessibles du coup, alors que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Brighton, si vous avez eu l'occasion de vous y rendre, c'est très beau, il y a des grandes plages, voilà, on a envie de se baigner, on a envie de s'installer sur les plages. C'est pas toujours possible puisqu'il y a des petits drapeaux qui annoncent voilà. Et même, donc Pedro m'a dit que même quand les signaux passent au vert, il n'a pas très envie de profiter des plages, et il m'a expliqué que ce désastre, c'est la citation qui apparaît en bas, environnemental, ne concerne pas que Brighton. Mais également, il a également lieu dans les Cornouailles, au Pays de Galles et sur les côtes écossaises. Alors, on a parlé de la communauté LGBTQIA+, pour reprendre l'acronyme complet en fait. Alors, c'est avec Jack, qui est bénévole au LGBT Switchboard. C'est en fait un centre d'accueil qui était à l'origine un centre d'appel pour les personnes LGBT à Brighton. Bon, ce qui était assez intéressant avec Jack, c'est que là aussi, j'y suis allé un peu par hasard. J'ai réussi à le rencontrer. Lui, plus précisément, donc il est bénévole et il travaille pour accompagner les personnes âgées issues de cette communauté LGBT qui se trouvent souvent discriminées dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Bon, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément connaissance, mais c'était assez intéressant d'en parler avec lui. On a parlé pendant plus d'une heure aussi, donc on a eu le temps de parler de beaucoup de choses. Parmi tout ce qu'on s'est dit, l'ouverture de la municipalité de Brighton et le fait qu'elle soutient très volontiers ces associations. Donc même s'il pourrait s'agir de pink washing, l'expression comme green washing, d'une façon de se donner une image pour la ville, bon, il me dit que néanmoins, quoi qu'il en soit, c'est vrai que la ville est engagée sur par rapport à ces associations-là. Il m'a aussi parlé de son inquiétude par rapport aux droits des personnes transsexuelles en Angleterre. Je crois que c'est un peu le cas partout en Europe, pas seulement en Angleterre. Et des Verts, enfin, qui sont pour lui davantage favorables aux droits des minorités que les travaillistes, donc il apporte plus volontiers son vote aux Verts. D'ailleurs, il a été assez dur avec le gouvernement travailliste pour le coup, et il m'a parlé notamment du ministre de la Santé, Wes Streeting, qui avait tenu des propos à l'encontre des bloqueurs de puberté. Voilà, enfin bref, je résume, de l'utilisation de bloqueurs de puberté. Ensuite, on a parlé du réseau ferroviaire avec Chris. Alors Chris, je l'ai rencontré à la gare de Brighton. C'était juste avant mon départ, donc avant de repartir vers Londres pour ensuite, quelques jours plus tard, rentrer en France. Et Chris, en fait, à la gare de Brighton, elle attendait son train comme moi. Il y avait des retards, comme souvent d'ailleurs. Et elle m'a parlé de la vétusté dans le réseau ferroviaire qui n'a pas subi de récente rénovation. En plus de ça, il faut savoir que les compagnies de transport sont privatisées au Royaume-Uni. Donc voilà, il y a différentes différentes compagnies qui opèrent, et ça crée souvent des petits problèmes d'harmonisation, on va dire. Mais bon voilà, enfin il y a une citation que je retiens pour avancer de Chris qui est en bas de l'écran et qui correspond un peu à un cliché, mais finalement à une certaine vérité, je trouve aussi. Elle me parlait des Anglais comme des personnes qui savent s'adapter à toute situation. Et qui de ce fait acceptent assez facilement les imprévus auxquels ils doivent faire face. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté dans pas mal d'endroits. Pour finir, un dernier témoignage, on a parlé un peu de l'insécurité. Alors il se trouve que quand je suis arrivé au Royaume-Uni, c'était une semaine après un incident dont vous vous rappelez peut-être, ou dont vous aviez peut-être entendu parler, c'était l'attaque au couteau de Southport, qui a eu lieu le 29 juillet 2024. Donc en fait, il s'agit d'un centre aéré, en fait, une école de danse, centre aéré avec des enfants. Les enfants ont été attaqués, en fait, un jeune homme s'est présenté avec un couteau et a attaqué, s'en est pris à des enfants et aux accompagnateurs. Par la suite, ça a donné lieu à des révoltes, à des émeutes raciales, en fait, très clairement, puisque des centres de demandeurs d'asile ont été attaqués, sachant que la personne qui avait commis l'acte était d'origine étrangère. Voilà, donc il y a eu ce type de représailles et des manifestations assez violentes dans différentes villes d'Angleterre. D'ailleurs, au moment où j'étais à Birmingham, il y avait effectivement des manifestations qui avaient lieu. Je ne me suis pas trop approché parce que je n'avais pas l'intention d'aller trop près des émeutiers. Mais en tout cas, j'ai pu parler avec Zainab et Youssouf. Là, je les ai rencontrés dans un café à Birmingham. Ils m'ont parlé d'une Angleterre en lambeaux. Donc Youssouf a eu des mots assez durs sur l'Angleterre
Alors évidemment, c'était peut-être aussi lié aux événements qui avaient lieu sur le moment, sur le vif. Ils m'ont parlé aussi de villes plus au nord, où selon eux, la violence d'extrême droite a pignon sur rue. Bon, évidemment, là encore, c'est une vision qui est peut-être un petit peu stéréotypée, mais en tout cas, c'était leur perception de ces villes. Finalement, j'ai quand même réussi à tirer une note positive, et Youssouf a fini par me dire que l'Angleterre demeure un endroit paisible, quand même, donc un peu contradictoire avec ce qu'il me présentait en début d'entretien, mais finalement, il m'a décrit une Angleterre dans laquelle il n'a pas été très difficile pour le couple de se faire accepter, en dépit de leurs origines pakistanaises et du fait qu'ils sont tous deux musulmans pratiquants. Alors, j'avance vite fait sur la rédaction de l'ouvrage. Donc, à partir de tous ces témoignages recueillis au gré de l'enquête dans des petits carnets. Donc là, vous avez un exemple. Alors moi, j'ai tout. On pourrait y revenir lors des questions si vous le souhaitez. J'ai décidé de ne pas enregistrer mes interlocuteurs, mais plutôt de noter ce qu'ils me racontaient. Donc j'avais plein de petits carnets comme ça dans lesquels je prenais des notes et j'écrivais différentes choses, pas seulement ce qu'ils me disaient, parfois la façon dont ils étaient habillés, plein de détails en fait qui pouvaient m'être utiles pour la rédaction de l'ouvrage ensuite. Donc je me suis attaqué à la rédaction d'un ouvrage car il semblait qu'il y avait matière à le faire. Au niveau de la structure, donc ça c'est la structure de l'ouvrage telle qu'elle est. A priori elle est définitive puisque le manuscrit est envoyé à mon éditeur, voilà, et ça semble leur convenir. Toute la première partie, la contextualisation, c'est en fait l'introduction qui est détaillée avec différents points. Et ensuite les trois parties les plus importantes en fait de l'ouvrage, c'est les parties 1, 2 et 3 qui portent simplement le nom des endroits où je me suis rendu, donc Birmingham, entre Oxfordshire et Northamptonshire, et enfin Brighton. Et enfin des conclusions et des pistes de réflexion au pluriel, puisque en fait je voulais terminer sur quelque chose de pas trop tranché justement, mais plutôt sur des pistes de réflexion découlant des témoignages recueillis, et donc la diversité des thématiques abordées pourra inciter les lecteurs à s'intéresser davantage à l'un ou l'autre des sujets mis en avant. Au total, donc l'ouvrage compte 156 pages, pas 500 pardon, 156 pages, et sur le titre. Donc l'ouvrage a déjà un titre qui sera a priori, à moins que ça change entre temps, mais je ne pense pas. Donc le titre de l'ouvrage, Au cœur de l'Angleterre, qui est un clin d'œil à l'excellent roman Middle England de Jonathan Coe, que vous connaissez peut-être, qui est traduit en français par Le cœur de l'Angleterre. Donc à la différence du titre français donné au roman de Jonathan Coe, j'ai opté pour Au cœur, afin de mettre en évidence l'idée d'un mouvement, à la fois en direction d'un endroit et entre différents endroits. En effet, je suis non seulement français, mais j'ai beaucoup circulé dans ce cœur de l'Angleterre afin d'y rencontrer les différentes personnes auxquelles j'ai eu l'occasion de m'adresser. Par ailleurs, le cœur fait référence à ce que ressentent les Anglais, contrairement à ce que d'autres disent d'eux. Donc le but de mon voyage, c'est justement de m'approcher au plus près, en fait, le plus possible en fait, de mes interlocuteurs. Le sous-titre suggéré à mon éditeur est un peu long, c'est donc Conversation avec les Anglais au lendemain de l'élection générale de 2024. Et le terme conversation me tenait également à cœur, ici sans vouloir filer la métaphore, mais dans la mesure en fait où il ne s'agit pas d'un monologue théorique livré par un spécialiste de la question, mais vraiment de mettre en avant le fait qu'il s'agit d'un échange avec ceux qui vivent dans l'espace auquel mes recherches se consacrent. Quelques conclusions, est-ce que je peux rapidement, d'accord, ce sera très bref, deux choses d'un point de vue sociologique et politique. Donc l'objectif poursuivi dans ce projet éditorial a consisté à dépasser le cadre souvent réducteur des sondages et autres statistiques pour raconter des parcours de vie, ce que Pierre Rosanvallon a baptisé épreuve. En effet, la méthode qu'il décrit dans son ouvrage incite les chercheurs en sciences sociales à envisager une sociologie dynamique plutôt que statique, afin de ne pas simplement photographier ou catégoriser la population, mais de s'intéresser à des histoires individuelles, par définition mouvantes et évolutives. Par exemple, les personnes rencontrées au gré de cette enquête sont toutes d'âges différents, ce qui permet d'obtenir un panorama générationnel assez large, mais qui ne correspondait pas à une obsession de ma part de trouver des personnes d'âges différents. Comme l'aurait fait un institut de sondage, car je ne suis pas un institut de sondage, ce n'est pas mon objectif. Les témoignages recueillis contredisent d'ailleurs parfois les moyennes d'âge des électeurs de chaque parti, mises en évidence par les données statistiques. Alors selon les préconisations de Pierre Rosanvallon, il est primordial de tenter de comprendre une population à travers les émotions qu'elle ressent et ou exprime, et non pas seulement par la raison. Même si le sociologue ne fait pas figure de précurseur quand cette question, cette nécessité d'étudier les émotions, son ouvrage nous enjoint à essayer de comprendre les causes qui les font naître.
Ainsi, les épreuves de vie traversées par un peuple ou par des individus appellent une réponse politique qui se doit d'être à la fois pragmatique et affective. Les différentes crises que le Royaume-Uni a subies de plein fouet n'ont pas manqué de générer un certain nombre d'inquiétudes individuelles et collectives qui ont été rapportées par mes interlocuteurs. Alors la société anglaise ne semble donc plus simplement fondée sur des conflits d'intérêts économiques représentés par les classes sociales, mais également sur des émotions dont l'analyse permet de mieux comprendre son fonctionnement actuel. Je dirais que les différents lieux visités ont donné à voir des contextes socio-politiques très différents, même si bien sûr certaines similarités ressortent des témoignages obtenus. Les préoccupations semblent effectivement diverger dans leur intensité et dans leur variété, selon les personnes auxquelles j'ai eu l'occasion de m'adresser, mais certaines questions, quant à l'avenir de l'Angleterre et du Royaume-Uni, sont omniprésentes. Par exemple, celles qui concernent les inégalités sociales et les conséquences du Brexit ont très fréquemment fait irruption dans les propos de mes interlocuteurs. Il faut savoir que le Brexit, ça reste quand même un grand traumatisme. C'est quand même très souvent revenu comme un point d'ancrage, ou un moment charnière. Pour autant, les relations entretenues avec le reste du monde, en particulier l'Europe et les États membres de l'Union européenne, n'ont pas fait l'objet de beaucoup de commentaires, et les problèmes internes au pays semblent constituer leur principale source d'inquiétude. Enfin, si le Parti travailliste est parvenu à obtenir une majorité de sièges au Parlement, il faut dire que le nouveau gouvernement, formé par Keir Starmer, dispose de peu de temps pour faire ses preuves et il y a fort à parier que les médias n'hésiteront pas à tirer à boulet rouge sur les politiques menées. Et c'est déjà le cas. Par exemple, le gouvernement Starmer est fréquemment accusé de manquer de clarté. Notamment, on a eu une grosse critique du mini-budget qui a été présenté par la chancelière de l'Échiquier, donc la ministre des Finances, Rachel Reeves, fin mars. On parle du mini-budget, du discours de printemps, qui a été très vivement critiqué, même par des soutiens du parti, des soutiens traditionnels du Parti travailliste. Ainsi, les premiers mois du gouvernement Starmer n'ont pas vu naître un réel élan d'enthousiasme, contrairement à ce que certains de mes interlocuteurs m'avaient confié tout juste après l'élection. Cela dit, les autres chefs de parti, par exemple Kemi Badenoch chez les conservateurs et Nigel Farage du côté de Reform UK, ne bénéficient pas non plus d'une cote de popularité comparativement plus élevée que celle de Starmer. On peut donc aisément parler d'un climat de méfiance et de défiance, non pas envers les politiques, mais envers la politique au sens large. Ce qui ressort essentiellement de ces conversations avec les Anglais est un paradigme nouveau, selon lequel le sentiment d'appartenance à un pays qui serait un modèle pour le reste du monde se serait étiolé. En effet, on m'a très peu parlé de fierté d'être anglais ou d'un potentiel sentiment de supériorité, comme si le Brexit avait finalement eu un effet inverse à celui qu'avaient tant espéré les militants du retrait. Cette étape déterminante dans l'histoire du Royaume-Uni semble avoir dévoilé les failles d'un pays où bien des dysfonctionnements peuvent être observés si on y prête attention. Et le fait que mes interlocuteurs aient trouvé des solutions pour tenter de s'en sortir le mieux possible ne signifie en aucun cas qu'ils manquent de clarté par rapport à ce qui se déroule réellement dans le pays dans lequel ils vivent. Merci beaucoup et désolé d'avoir dépassé le temps imparti. Voilà, merci Yves. Et maintenant, la place est aux questions. Qui se lance? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé d'avoir l'exhaustivité dans vos témoignages? Est-ce que ça recouvre toute la population? Parce que là, par exemple, vous avez dit à un moment qu'il n'y avait qu'un seul conservateur, en fait. Ou est-ce que ce n'était pas une recherche a priori et vous n'avez pas peur d'avoir des biais dans certains ou des témoignages qui se recoupent mais d'autres que vous n'avez pas eu peut-être? Évidemment. Alors ça c'est un petit peu les règles du jeu. C'est-à-dire que j'ai pas voulu volontairement entrer dans une étude du type institut de sondage qui irait cibler telle personne précisément ou telle autre. Potentiellement, je voulais vraiment, au gré de mes rencontres, voir un peu ce qui allait ressortir. Et alors là, j'ai cité un témoignage parmi ceux... Enfin, j'en ai cité un qui était plutôt en faveur des conservateurs, mais c'est pas le seul. C'était juste parmi mes exemples, j'en ai donné un aujourd'hui. Cela dit, c'est représentatif de l'ensemble de l'ouvrage, dans la mesure où j'ai quand même une minorité de témoignages pro-conservateurs. Et je pense que alors, le hasard a fait les choses.
peut-être que ça représente effectivement un pourcentage de la population britannique qui soutiendrait encore les conservateurs. Je pense que ça indique quand même quelque chose, quoi. Le fait que parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, bon, j'ai un panel de 44 personnes, c'est pas, voilà, c'est pas ce que ferait un institut de sondage, travaille sur des panels beaucoup plus importants bien sûr, mais en tout cas je pense que le fait qu'il y ait eu moins de personnes qui allaient dire je soutiens les conservateurs, soit ça reflète ce qu'ils pensent vraiment, et effectivement on a une image qui correspond à la réalité de l'Angleterre d'aujourd'hui. Mais par ailleurs, il faut se dire que parmi les témoignages recueillis, on peut toujours remettre en question la sincérité aussi de ce que les personnes disent. Et là c'est plus compliqué, parce qu'on peut avoir des personnes qui vont dire « Eh ben oui, j'ai soutenu les travaillistes », qui n'ont pas forcément soutenu les travaillistes. Je sentais la plupart du temps une forme de sincérité quand je m'adressais à eux, mais ça, voilà, encore une fois, je suis pas en l'isoloir avec eux, donc je ne sais pas exactement, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ces personnes ont voulu dire, et finalement, par rapport à mon projet, si ça ne représente pas exactement la population britannique dans son ensemble, c'est pas grave, parce que c'était pas mon objectif en fait. Donc voilà, c'est plus, au gré des rencontres, mettre en avant des préoccupations, des choses qui peuvent ressortir, qui parfois se croisent à différents endroits, qui sont parfois différentes selon les endroits où je me suis rendu. Mais voilà, mais évidemment, oui, il y a eu beaucoup moins de témoignages pro-conservateurs. Je pense qu'on peut l'expliquer aussi par cette idée qu'après le vote, beaucoup de gens ont accordé leur crédit au gouvernement travailliste, et on le voit aujourd'hui, la situation a changé. Enfin, là, il y a eu des élections très récemment, le 1er mai, des élections locales au Royaume-Uni. Ça n'a pas été une réussite pour les travaillistes. Ça a été une très large défaite pour les conservateurs, mais ça n'a pas non plus été une réussite pour les travaillistes. En fait, il se trouve que la plupart des conseils, des sièges ont été donnés aux petits partis. Donc les libéraux démocrates s'en sont très bien tirés, et We From UK aussi a réussi à obtenir des scores très importants. Voilà. Ouais, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément l'objectif, la visée du projet de faire une... Mais merci en tout cas. Merci beaucoup. Pour aller gratter en profondeur, allons-y, sans aménager la susceptibilité et la spécificité insulaire de nos voisins, que d'aucuns appellent la perfide Albion, 3 petits aspects. Le premier, le rôle de la royauté. Quelle est son importance? Il y a un attachement traditionnel, séculaire, mais quand on voit les jeunes, les derniers couples, qui veulent même quitter, abandonner leur titre, on peut se poser des questions. Comment est-ce que les gens, mais vraiment au fond, dans toute leur sincérité et leur vulnérabilité, sinon susceptibilité, peuvent prendre cet aspect-là? Première chose, donc la royauté. Deuxième aspect important pour nous aussi, c'est le rattachement de cette île à l'Europe, avec l'idée européenne de défense notamment, avec l'ONU, avec la stratégie militaire. Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu isolés? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire partie d'une grande puissance qui pourrait équilibrer un peu les grands blocs que sont d'une part les États-Unis, qui veulent tout bouffer en ce moment, d'autre part la Chine, qui est redoutable économiquement, et la Russie, qui plus que jamais, et plus même qu'à l'époque des tsars, revendique la mère patrie. Le troisième aspect, c'est la royauté, l'insularité, l'économie. Et le troisième aspect, qui m'échappe, ça y est, c'est... Vous voulez que je réponde sur les 2 premiers Oui, si vous voulez. Très bien. C'est pas pour boire un coup, mais c'est pour... Mais ça va peut-être vous revenir entre-temps. Alors, sur la question de la royauté, oui, tout à fait, c'est un point essentiel. J'avais d'ailleurs donné une conférence sur la monarchie britannique il y a 2 ans, exactement 2 ans, ici même. Mais bon, dans le cadre de mon enquête, on en a parlé. J'ai réussi à en parler avec quelqu'un, donc j'ai un interlocuteur avec qui j'ai parlé de la monarchie, qui lui, pour le coup, était plutôt... alors, ne voulait surtout pas minimiser l'importance de la royauté, justement. J'avais un petit peu sondé en essayant de voir, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les scandales, avec tout ce qui s'est passé, on aurait peut-être finalement tendance à dire que la royauté n'est plus si importante que ça.
Ouais, bah non, en fait. Enfin, je pense que de manière générale, alors là, je vous parle d'un témoignage, mais je pense que de manière générale, effectivement, ce témoignage-là était assez révélateur. Ça n'empêche pas de la critiquer, en fait. Voilà. Bien sûr, et il faut surtout aussi retenir que dans la mentalité britannique, la royauté permet une forme de stabilité. Et notamment dans le cadre des élections, on a pu en parler puisque les gouvernements sont forcément transitoires par nature, donc on a des changements de gouvernement, on l'a vu récemment dans l'histoire récente de la politique britannique, et la royauté, elle incarne en fait cette forme de stabilité qui est très très importante aux yeux des Britanniques. Alors même si on a eu un changement de monarque, mais l'institution, la monarchie en tant qu'institution, permet en fait non seulement aux Britanniques de s'identifier, voilà. Donc oui, c'est évidemment un élément déterminant dont j'ai eu l'occasion de parler aussi, donc qui fait l'objet d'une partie de l'ouvrage. Pour répondre à la question de l'Europe, du rapprochement avec l'Europe après le Brexit, évidemment, hein, là on voit très clairement qu'avec le contexte de la guerre en Ukraine, notamment de la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni se rapproche de ses alliés européens. Et on sait que Keir Starmer fait preuve d'une très grande volonté pour aider l'Ukraine. Donc là, effectivement, assez paradoxalement, après le Brexit, on a de nouveau un rapprochement, un retour en fait de cette question européenne au Royaume-Uni qui avait été bien sûr laissée de côté pendant quelques années. Il faut savoir que la question européenne, elle a beaucoup lassé les Britanniques aussi, hein, puisque ce référendum et surtout les négociations qui en ont découlé étaient très longues. C'était une période d'instabilité très forte. Aujourd'hui, les Britanniques, ils veulent à la fois parler du Brexit parce que c'est quelque chose qui les a beaucoup impactés et qui a beaucoup impacté la suite, et en même temps, ils en ont marre de parler du Brexit. Donc voilà, ou d'entendre parler du Brexit. Donc ils sont un peu entre les deux, et aujourd'hui, on a effectivement un contexte international qui justifie un rapprochement, comme on le voit, du Royaume-Uni avec ses alliés européens. Donc ça fait bien sûr pas l'objet de l'enquête, mais évidemment. Vous avez pensé au... Allez-y. En deux mots et avec malice, Brexit, justement, regret ou remords, ça a tellement modifié l'économie de l'Angleterre qui va payer les produits d'importation beaucoup plus cher. Pratiquement, il y a un mur qui s'est dressé. Et d'un autre côté, leur propre production vis-à-vis de l'étranger, c'est devenu problématique. Et j'entends souvent dire, les amis anglais que je peux avoir, qui sont ici, regrettent le Brexit. Cette île s'est encore plus isolée. Et économiquement, c'est très dur pour eux. Mais ils ne le reconnaissent pas volontiers. Mais en même temps, personne ne propose un second référendum. Mais c'est vrai qu'effectivement, alors, là encore, hein, on a beaucoup parlé de Brexit dans les enquêtes que j'ai menées, parce que ça a resté comme ça, hein, une ombre qui plane un peu partout au-dessus de toutes les décisions prises par les gouvernements qui ont été élus, enfin qui ont en tout cas eu l'occasion de gouverner depuis le Brexit. Tout les ramène au Brexit sans arrêt, et dans les témoignages que j'ai obtenus, j'ai eu très peu de personnes qui m'ont parlé du Brexit comme quelque chose de positif. Donc c'est probablement aussi révélateur. Même Keir Starmer qui était opposé au Brexit, hein, il faut savoir que parmi les travaillistes, là, sur le plan politique, il y avait une vraie confusion au moment du référendum, hein. Les conservateurs étaient divisés, certes. Chez les travaillistes, au moins les conservateurs s'étaient exprimés, c'est-à-dire qu'il y avait différents députés qui s'étaient exprimés en faveur ou contre le Brexit. Il n'y avait plus de responsabilité collective du gouvernement, en fait, à l'époque, puisque Cameron avait levé la responsabilité collective du gouvernement. Chacun avait le droit de s'exprimer pour ou contre. Chez les travaillistes, c'était un peu ambigu, hein. Donc il y a beaucoup de députés travaillistes, de membres du parti travailliste qui n'avaient pas clairement dit si le Brexit serait une bonne chose ou pas, qui ne s'étaient pas clairement exprimés sur la question à l'époque. On peut penser notamment au leader de l'opposition, à Jeremy Corbyn à l'époque, qui était très très à gauche, mais qui tergiversait beaucoup sur cette question du Brexit, et qui avait plutôt tendance à être favorable presque au Brexit. Keir Starmer, à l'époque, quand il était
membres de l'opposition, enfin députés en opposition, étaient clairement contre le Brexit. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'a pas proposé de revenir là-dessus. Il l'a clairement dit dans son programme de campagne, nous ne reviendrons pas sur la question du Brexit. Hein. Voilà. Voilà. Tout à fait. Le Royaume-Uni était un membre pas tout à fait à part entière de l'Union européenne lorsqu'il était dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on a un Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui tente de jouer un rôle. Donc peut-être qu'on va retrouver le même type de coopération. Alors, il nous reste le temps de deux questions maxi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se jette à l'eau? Personne? Si, madame. Beaucoup plus terre à terre. Est-ce que vous avez eu beaucoup de refus? Non, très très peu. Merci pour la question, ça me fait plaisir de le dire parce que c'est vrai que quand je suis parti, en fait, je n'avais jamais mené ce type de projet. Ma thèse sur les années Thatcher, j'ai travaillé sur des biographies, des choses que je pouvais consulter chez moi. J'ai bien sûr pas pu rencontrer Margaret Thatcher puisqu'elle est décédée en plus en 2013 au moment où j'ai commencé mon projet de thèse. Là, ce type de projet nécessitait, quand je suis parti, en fait, évidemment, je ne savais pas si les personnes à qui j'allais vouloir parler allaient accepter de me parler. Et j'avais un petit peu cette angoisse, tout était préparé, le voyage était préparé, j'avais un financement pour mener cette étude, et je me suis dit en partant, mais en fait, si personne ne te parle, tout tombe à l'eau. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu une angoisse à ce moment-là, et j'ai été vraiment très agréablement surpris. Pratiquement toutes les personnes à qui j'ai voulu parler m'ont parlé, alors parfois de façon plus ou moins longue en fonction du temps dont ils disposaient, mais j'en ai toujours tiré quelque chose. Il y a quelques témoignages que je n'ai pas relatés dans l'ouvrage à la fin parce qu'ils me semblaient un peu moins intéressants, ou bien il risquait d'y avoir des répétitions avec d'autres témoignages, donc j'ai quand même fait quelques sélections. J'ai opéré une petite sélection, mais en principe, ça s'est toujours très bien passé. Voilà. Non, vraiment. Je pense que le fait de se déplacer, le fait de mettre la personne avec qu'on a en face en confiance, aide aussi, et je pense que le fait de ne pas être journaliste aide aussi. Parce que très honnêtement, c'est vrai on le voit en France, mais au Royaume-Uni, c'est vraiment très prégnant. Il y a une réelle méfiance envers les médias aujourd'hui, et je pense que le fait d'arriver en tant que chercheur en sciences humaines, ça me donne un statut un peu plus neutre, et ça m'a permis d'obtenir plus facilement la confiance de mes interlocuteurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas voulu les enregistrer d'ailleurs. J'y avais pensé avant, mais je pensais que ça risquait d'être une barrière. Le fait de prendre des notes quelque part, ça pouvait potentiellement peut-être les rassurer aussi. Le fait de pas être tout n'était pas enregistré, voilà. Sans doute. Hein. Alors voilà, c'est un petit peu les conclusions que j'en tire au niveau de la méthode. Et merci pour la question. Voilà, on va en terminer là. Juste, Margaret Thatcher a décédé, mais qui n'a pas décédé, donc vous n'avez pas envie d'aller le voir? Ça serait très intéressant. Mais quoique, je vais finir là-dessus, c'était sans doute beaucoup plus intéressant de parler à des personnes lambda que de parler à des politiques qui m'auraient servi la soupe habituelle. Voilà, merci donc. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour parler sismologie, sismo-citoyen avec Antoine Choup et Jérôme Arnaud. Bonne semaine d'ici là. Merci.